Bonjour à toutes et à tous. On continue avec une scène un peu particulière. Je vous expliquerai pourquoi. On va parler des mettre les petits plats dans les grands cet après-midi. Chez Géosmine, le restaurant de Maxime Boutier, qui est ici avec nous, rien n'est laissé au hasard, surtout pas l'art de la table, qui est le fruit d'un véritable travail de collaboration entre le chef et la céramiste Nicoletta Pramaggiore. La recette dicte la forme, qui, associée à la sensibilité de Nicoletta, se retrouve dans des créations uniques. Nicoletta a malheureusement eu un empêchement. Elle devait être avec nous pour parler de sa collaboration avec Maxime. On va essayer de rendre hommage à son travail et à cette collaboration au mieux tous les deux. On va faire au max, on vous promet. Et puis, si vous avez des questions pour elle, on pourra lui transmettre. Mais il y a déjà quelque chose qui est là, qui est un peu le prolongement de son travail et de sa manière de faire les choses. Donc, ce sont ces pièces dont on va parler aujourd'hui. Maxime, merci d'être ici. Si vous étiez deux à m'avoir fait faux bond, ça aurait été compliqué. Là, on peut tenir la barque quand même. Merci à vous. Oui, ça aurait été mieux que Nicoletta soit là, en effet, mais elle a eu un gros souci médical. Donc, on a quand même maintenu et je pense qu'elle en sera que ravie. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Nicoletta, qui est céramiste. Donc, le nom de son atelier, c'est Dump. C'est ça. D-U-N-P. Dans le 11e arrondissement. Moi, j'avais besoin de plusieurs choses en céramique. Nous, on a un restaurant qui est très axé sur l'artisanat, surtout. Que ce soit pour les producteurs, mais aussi pour tout ce qui est décoration. On a fait travailler l'humain et le français au maximum, quand c'était possible en tout cas. Les céramistes, moi j'en ai choisi 3 parce que il est très difficile maintenant d'avoir une céramiste qui arrive à faire différentes choses. Finalement, c'est comme en cuisine, chacun a une pâte. Et il nous en fallait plusieurs pour faire les projets qui étaient les nôtres. Donc Nicoletta, elle a une céramique qui est surtout basée sur du tour. Elle tourne tout, c'est-à-dire que même les assiettes, comme vous allez pouvoir voir tout à l'heure... Les serviettes, tout ça. Non. Non, Pardon. pas encore. Mais elle fait pas d'estampage, voilà, c'est-à-dire qu'elle abaisse pas du tout la terre entre des plateaux, c'est que du tour. Et elle déforme après, c'est sa méthode de travail. Il y en a qui font différemment. Et la spécificité de Nicoletta, c'est qu'elle fait que des émaux à la cendre. Alors, il y a beaucoup de céramistes qui font de l'émail, d'ailleurs qui font pas d'émail, qui l'achètent et qui le calculent, qui le liquéfient juste. Et Nicoletta, elle fait ses émaux, et surtout à base de cendre, de bois et de bois différents, ce qui lui permet d'avoir toujours des couleurs très organiques, naturelles, et qui allaient et avec notre lieu finalement, et avec notre cuisine. Voilà. Toi, tu voulais pas des couleurs trop criardes, des matières... Non. Là, on est sur quelque chose de très mat, Ouais. de très naturel sur les couleurs. C'est quoi ce choix, cette envie de ta part? Parce que pour moi, l'artisanat, c'est ce qui représente l'homme et la terre, et surtout le plus naturel possible. Et une assiette bleue, peut-être sur la Côte d'Azur, je dis pas, mais chez nous, c'est hors de question. Et puis, je trouve que ça... C'est pas péjoratif, mais ça donne une vaisselle un petit peu plus neutre. Et mine de rien, elle a besoin de mettre en avant notre cuisine sans en prendre non plus la place. Donc avoir une couleur plus naturelle, c'est beaucoup plus simple. Alors avec certains éléments, c'est un petit peu plus compliqué. C'est sûr que si on doit faire des couleurs un peu plus criardes, justement comme du melon, je sais pas, un vert flashy, c'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive quand même. Et de toute façon, quand les émaux sont faits avec des cendres ou des matières... un petit peu plus, on va dire végétal et non pas que chimique, parce que pour faire de l'émail, il y en a malheureusement un petit peu, comme le cobalt et des choses comme ça, qui sont de plus en plus contrôlées, parce qu'on se rend compte que c'est quand même très mauvais pour les personnes qui fabriquent ces assiettes. Voilà, on peut jamais avoir de couleur complètement flashy, quoi. Donc finalement, on est sur une logique d'artisanat, quoi. Toi, parce que j'ai l'impression que tu t'y connais pas mal, en fait, finalement, dans dans la céramique. C'est parce que c'est au contact, justement, des artisans avec qui tu travailles qui, au fur et à mesure, t'ont expliqué ce genre de subtilité sur Ouais. l'émail. En fait, la première fois que j'ai travaillé avec une céramiste, c'était une autre personne qui a arrêté de tourner et qui a repris. Et on a passé beaucoup de temps ensemble sur des projets de forme, des projets de couleurs, un projet de livre aussi. Et puis le Covid est arrivé, donc c'est tombé à l'eau. Et donc c'est quelque chose que je connais bien parce que j'y ai passé des centaines et des centaines d'heures.
Et que ce soit pour des prototypes, des formes, des couleurs, des boîtes, des luminaires. Enfin, Donc pour une reconversion potentielle, Non, tu peux non, non. devenir céramiste. Ouais, c'est un travail de chien, franchement. Alors nous, c'est compliqué, mais on a du monde quand même avec nous. Et il y a un engouement. Je trouve ça très dur pour les céramistes finalement, parce qu'elles travaillent très souvent toutes seules. Elles peuvent pas. En cuisine, on peut donner à la limite notre pâte à une brigade, même ne serait-ce que pour un jour ou deux, sans parler de conception de cartes. Mais pour une céramiste, ses mains peuvent pas être remplacées quoi, sur un tour. Donc déjà, c'est des journées complètement solo. Et c'est surtout que quand les assiettes quittent l'atelier, finalement, tout ce qui se passe après, c'est plus de son ressort. C'est pas réellement quelque chose que j'ai envie de faire, mais c'est quelque chose dont on a besoin, qui vient de plus en plus aussi, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis après, tous les soucis économiques qu'on connaît, je pense que tout le monde aimerait prendre de la céramique chez une céramiste, on va pas se mentir, mais ce qui fait un petit peu mal, c'est que c'est de l'artisanat. Donc voilà. C'est aussi ça, l'important de se rendre compte du travail, du temps passé, de l'expérience aussi des artisans pour pouvoir mieux comprendre aussi les factures derrière et les prix qui sont appliqués sur ce genre de produit. Surtout quand on travaille sur mesure, comme on va le voir sur cet ensemble en particulier. Il y a le prix, et puis il y a un souci que... Alors, j'ai des gens de l'équipe là qui vont rigoler, mais il y a un autre souci, c'est que quand il y a de la casse, c'est pas Ikea, quoi. Hein, ça se refait pas du jour au lendemain. Même si financièrement, on peut se permettre d'en refaire, ça prend du temps, quoi. Il faut tourner, il faut sécher, il faut cuire un biscuit, il faut émailler, il faut cuire un émail. Il y a des défauts, il y a des casses. Et en fait, si demain on a 40 assiettes de cassées, je peux pas passer un coup de fil pour en revoir, quoi. Donc le staff doit faire particulièrement attention au moment de la plonge, au moment de la manipulation des Après, assiettes. il y a toujours de la casse, c'est indéniable. On fait beaucoup de couverts, enfin en tout cas de plus en plus, et ça va de plus en plus vite. Donc on peut pas reprocher ça, mais c'est juste que ça arrive. Il faut que chacun s'en rende compte, parce que derrière tout ça, il y a quelqu'un qui le fabrique. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Oui, voilà, ça coûte de l'argent, mais ça, c'est même pas la question, mais c'est que ça prend du temps. Et en fait, le temps qu'on passe aussi à recréer une série qu'on a déjà nous permet pas de créer une nouvelle série et donc d'avancer la cuisine qu'on est en train de faire. C'est pour ça que il faut qu'on fasse gaffe au maximum. Mais après, la casse, ça arrive, c'est indéniable. On va parler de cette collaboration en particulier. Donc, tu as apporté le couteau qui donc n'est pas fait par Nicoletta, mais qui a été l'objet, la source d'inspiration, en tout cas dans ton cahier des charges au début, quand tu lui as dit voilà, moi l'inspiration que j'ai envie de donner sur ce set de vaisselle, ça vient de cet objet-là, de ce couteau, c'est ça, avec toute cette Exactement. En ce fait, motif. comme beaucoup de restaurants maintenant, on a voulu faire un couteau qui accompagnait le repas des clients pendant tout le repas. On n'a pas de changement de couteau, des économies un petit peu d'énergie sur la vaisselle, sur l'eau, sur plein de choses. Le couteau, ça fait partie quand même des traditions aussi françaises, et on a toujours eu, enfin beaucoup ont eu un grand-père qui avait un couteau, un opinel, un truc comme ça dans la poche. Je trouvais ça plutôt cool d'avoir un couteau qui nous accompagne tout le repas. Donc on va en parler très brièvement, mais on a voulu un couteau qui se différencie un petit peu de ce que tout le monde peut avoir en ce moment. Puisque c'est souvent quoi que tout le monde a en ce moment? Il y a des grosses marques qui sont sur le marché, qui étaient artisanales à la base et qui ont été maintenant mécanisées parce qu'il y a trop de demandes. Et je voulais pas forcément avoir le même couteau que tout le monde. Donc on a travaillé avec une société qui s'appelle Charles Canon, qui est située à côté de Lens, et qui fabrique des couteaux qu'à base de matériaux recyclés, principalement des coquillages. Donc ce couteau-là, c'est un couteau qui est fait... Ouais, ça c'est de la coquille Saint-Jacques, qui sont récupérés dans le nord de la France, dans les restaurants de Lille, dans les pêcheries, beaucoup, qui sont mixés, qui sont résinés, et ils fabriquent les lames. Et voilà. Et en fait, donc ce couteau, on a fait ce choix de couteau déjà parce que nous, on a 2 couleurs de table. On a un bas de restaurant très brut avec du béton et du bois plutôt couleur noyer, enfin noyer d'ailleurs. Et à l'étage, on a du chêne clair. Et donc déjà, il nous fallait un couteau qui puisse aller sur 2 teintes de table différentes. Une fois qu'on a trouvé ce couteau et cette teinte, on a trouvé le reste des couverts, évidemment, les verres, et il nous fallait après les assiettes. On peut jouer beaucoup avec les formes et les couleurs d'assiettes sur un plat, mais le set d'assiettes qui est présent devant vous, c'est le set d'assiettes qui accompagne tout le repas. C'est-à-dire que c'est ce qui est sur la table du début du repas jusqu'à la fin, et avec ce couteau. Donc il fallait déjà, avant de parler des formes, qu'on puisse trouver avec Nicoletta un émail qui colle exactement à ce couteau, c'est-à-dire un blanc rosé. Et ça, déjà, c'était pas simple parce que ça nous a pris 8 semaines. Voilà. Donc
déjà, tu avais quelque chose de très précis en tête aussi. Donc, j'imagine que l'aller-retour avec Nicoletta a dû être vraiment au millimètre près sur OK, ça oui, ça non. Ouais, c'était Comment plutôt vous avez bien. fait pour aboutir à ça? À quel moment vous avez dit OK, là c'est bon, c'est la bonne version? C'est ça. En fait, elle avait un émail de base très proche de ça, un peu dans les tons blancs cassés. Et puis, il a fallu qu'on rajoute des oxydes de zinc, je crois, du cobalt, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et changer, il me semble, la cendre de bois pour passer sur une autre cendre, en tout cas un autre bois, pardon. Et puis, on a réussi. Mais ouais, ça a mis beaucoup de temps. Et puis après, bon, Nicoletta, elle n'est pas là pour en parler, mais une couleur peut marcher sur un support et ne pas marcher sur un autre support. C'est-à-dire que les corbeilles à pain sont un support vertical et il y a des émails qui coulent et il y a des émails qui ne coulent pas. Donc il fallait aussi que l'émail puisse figer et cuire sur une surface plane comme sur une corbeille avec du relief. Donc ça, c'était le deuxième sport du truc. Et finalement, c'était très bien qu'elle soit dans le 11e parce qu'il a fallu que j'y aille pas mal de fois. Quoi. Ok, donc c'était pas des allers-retours que par téléphone, c'était aussi physiquement. Ouais, c'est pas possible par téléphone. Okay. Même par photo, on se rend pas compte. Après, je lui avais laissé des couteaux et elle m'appelait quand elle pensait être prêt. Mais voilà, déjà, avant même de parler de la forme de ce set et de ce qu'on avait imaginé, il y avait déjà la couleur. Et la couleur, c'était déjà un vrai travail en soi parce qu'il fallait qu'on puisse coller à quelque chose d'existant. Quoi. Et donc après, il y a les pièces. Tu peux nous détailler un peu justement ces 4 pièces qui sont sur table. Exactement. Tout le repas. Alors du coup, ensuite, on a fait une corbeille à pain qui est donc ceci. Moi, je voulais une corbeille un petit peu dans l'esprit de ce qu'on pouvait trouver en métal, vous savez, dans les anciennes brasseries un peu luxe, avec les petits barreaux sur les côtés dans lesquels on mettait très souvent un lito ou un torchon et où on mettait des tranches de pain. En fait, toujours dans un souci d'artisanat, moi je voulais qu'on puisse servir au restaurant pas des pains individuels, mais une baguette tradition que tout le monde connaît, puisque finalement, peu importe l'endroit où on a grandi et peu importe finalement les richesses, enfin je veux dire, la tradition, tout le monde connaît. Donc moi je voulais pas partir sur un pain maison, un pain avec des farines trop agressives, trop fortes. Donc la tradition, c'était super pour nous, ça prenait pas le devant sur la cuisine. Et cette tradition, vu que sur la table, mettre une baguette tradition, c'est quand même un peu ambitieux au niveau de la place, je veux dire. On a fait faire des traditions en format de bâtard, donc de 340 grammes, pour pouvoir les couper et les mettre dans une corbeille. Et puis après cette corbeille, il fallait qu'elle puisse être jolie, qu'elle ait que 2 tranches ou qu'elle en ait 6 à l'intérieur. C'est-à-dire que si on met 2 tranches, ça devient un vrai objet décoratif, puisque les 2 tranches prennent qu'un tiers de cette corbeille, et si on la remplit entièrement, elle est tout aussi belle. Donc voilà pour cette forme. C'est comme ça qu'elle a vu le jour. Ensuite, devant, vous avez les 2 petites assiettes à pain individuelles pour poser la tranche de chacun, comme on peut trouver dans les restaurants. Ça, pas de nouveauté. Une forme plutôt plate. Celle-ci. C'est ça, plutôt ça. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est pas émaillé en dessous parce que bon, pas besoin. Corbeille à pain, elle est émaillée à l'extérieur. Pareil, Nicoletta, on n'a pas parlé de la terre, mais elle travaille que du grès français. Donc c'est des parties assez poreuses, pareil, qu'il a fallu polir énormément pour pareiller les tables. Il y a un côté presque brillant après sur le fini. Ouais, c'est ça, ouais. Sur l'émail, ouais, c'est un petit peu satiné. Ouais. Ouais. Et donc voilà pour l'assiette à pain. Mais pareil, c'était assez difficile aussi de faire une assiette à pain ronde sans avoir ce qu'on a souvent, c'est-à-dire la collerette qui, vous savez, le moment où l'assiette commence à monter, en fait, avec un émail comme ça, même si la collerette est minime, ça crée une différence avec la lumière et c'est pas très joli. Donc il fallait pas qu'elle soit entièrement plate, il fallait qu'elle se lève un peu et voilà. On est sur du précis chez précis. Alors toi, tu avais une idée très claire en tête, il fallait pas que ça soit 1 millimètre plus comme ceci ou comme cela. C'est ça. Chapeau. Après, je me suis aussi servi de... Moi, j'avais des choses en tête, et puis Nicoletta a fait des essais, et puis on s'est aussi rendu compte que voilà, ça, c'était peut-être mieux que ça. Voilà, on a changé. On n'a pas parlé de la taille non plus, mais l'assiette à pain, on a changé 4 fois le diamètre, quoi. Parce que quand on la mettait sur table, elle avait soit trop de présence et tout. Alors au restaurant, il y a des gens qui comprennent pas grand-chose avec l'assiette à pain, ils pensent que c'est un repose-verre. Et tous les jours, voilà. Tout ça pour ça. Peut-être qu'on aurait dû marquer dessus que c'était une assiette à pain, mais en gros au milieu. Ils pensent que c'est un sous-boc, mais bon, c'est pas très grave. C'est au moins ils la voient. Mais finalement non. Mais peut-être en réfléchissant différemment, je sais pas. La corbeille est peut-être assez accueillante et ils laissent leur tranche à l'intérieur. J'en sais rien. Ils sont dans le partage. Mais tant mieux. Chacun fait ce qu'il veut. C'est très bien comme ça. Mais voilà, souvent les gens mettent des verres dessus. Si on l'avait peut-être fait d'une forme différente, ça aurait été peut-être plus logique pour eux. J'en sais rien. Mais pour tartiner, si on veut mettre du beurre, et on va y venir après, nous on fait un beurre travaillé. Si on a une assiette plate, c'est beaucoup plus simple de mettre du beurre. Si on crée quelque chose avec une cavité,
Enfin, pour mettre du beurre, c'est tartine à la main et le beurre, une fois sur deux, ça va finir sur un... Bon, pas au bon endroit, quoi. Donc je préférais faire une assiette plutôt plate. Donc le beurre, on y vient. Ça, c'est donc un petit beurrier double usage. Exactement. Alors, on n'en a pas parlé sur le reste parce que c'est pas le cas pour les autres pièces, mais sur tous les sets de céramique qu'on a au restaurant, on a fait du réversible sur tout. On parlait tout à l'heure du réversible sur toutes les assiettes. Réversible. En parlant du souci économique voilà, de la céramique, c'est très cher. Donc tant qu'à en faire, autant les faire dans les deux sens. Alors c'est beaucoup plus de boulot puisqu'il faut créer des collerettes en dessous et pas finir plat puisqu'il faut pouvoir émailler en dessous et que l'émail n'ait pas de contact avec les plaques du four. Donc c'est beaucoup plus de taf. Hein. Mais voilà. Et donc sur le beurrier, c'était le sujet. Son côté originel, c'est celui-ci, voilà exactement. Donc nous au restaurant, on fait un beurre foisonné, très léger, très mousseux, qui change en fonction des saisons. Hein. On a commencé avec un beurre aux herbes, là on est en train de passer sur un beurre forestier avec du champignon, un petit peu de tonka, voilà. Et pareil, le beurrier, on a fait des prototypes chez plein de gens avant, parce qu'au début, nous on voulait sortir un beurrier de la forme de notre logo, en molécules. Et c'était ingérable en fait, parce qu'on n'avait aucun couteau, enfin rien qui permettait de récupérer le beurre à l'intérieur. Voilà. Donc on est parti sur cette forme-là, et ça nous permet de mettre le beurre, de le lisser, c'est-à-dire qu'en cuisine, ça nous prend très peu de temps. Voilà, c'est très joli. Enfin, moi, je trouve ça joli. Et puis, de l'autre côté, ça nous permet de faire un support à mise en bouche. Quand on a une mise en bouche un petit peu différente, ou quoi que ce soit, ça fait un petit piédestal et ça nous permet de l'utiliser autrement. Malin. On a un objet très intriguant au milieu. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-tacos miniature? Non. Non, on évite tout ce qui est Mexique, mais c'est un porte-bouchon. Porte-bouchon. Ouais, en fait... Qui connaît le porte-bouchon? L'objet porte-bouchon. Ah, on a une demi-main levée. On a, surtout dans les restaurants gastronomiques finalement, ou en tout cas dans les endroits où il y a des grosses cartes des vins, on se doit de pouvoir laisser le bouchon au client. Alors c'est surtout le cas sur des très grosses bouteilles, mais on sait bien de le faire aussi avec des petites. Sur le Beaujolais nouveau, tu le mets sur le porte-bouchon? Non, mais nous on essaie, enfin nous il n'y a pas de débat, quelqu'un qui prend une bouteille, il a le bouchon. Qui dépense 40 €, qu'il en dépense 2000, c'est justement aussi, bon, on n'a pas parlé de ça parce que c'est pas le sujet, mais c'était justement un petit peu toute la trame du restaurant, c'est qu'on voulait un endroit luxueux, mais un endroit qui soit pas guindé et qui ne dérange aucun genre de personne. C'est-à-dire que je voulais un endroit où on puisse venir manger presque en jogging comme en costume, pour un repas d'affaires comme en famille, que ce soit quelque chose qu'on fait régulièrement ou pas. Je voulais que tout le monde puisse s'y sentir bien. Ça passait par les matières, par de la musique, par plein de choses. Et donc, ça passe aussi par le vin. Et donc, il est hors de question qu'on fournisse pas un service à une personne qui paye une bouteille 39 € et une personne qui en paye 2000. Tout en sachant inclusivité, quoi. Voilà, tout en sachant que il y a des personnes qui prennent des bouteilles à 2000 qui sont plutôt désagréables. Donc, j'ai encore moins envie de leur rendre ce service. Voilà. Donc, chez nous, c'est pour tout le monde. Et donc ce bouchon, très souvent, était soit positionné dans la coupelle qui permettait de mettre l'assiette à vin, soit dans ce qu'on appelait une pince à l'époque, qui était soit en inox, soit en acier, avec un espèce de ressort et où on clipsait le bouchon à l'intérieur. Et donc on le laissait sur table, le client il pouvait partir avec s'il voulait, il pouvait le sentir, voir s'il n'y avait pas de traces de liège sur des gros vins. Voilà, mais c'est quelque chose qui se fait moins, mais qui se faisait beaucoup. Et donc moi je voulais qu'on le fasse parce qu'on a une carte des vins assez importante à Géosmine, puisque ça fait aussi partie du projet. Et il nous fallait trouver un porte-bouchon un petit peu différent de ce qui se faisait ailleurs. Donc on a fait un porte-bouchon en céramique qui nous permet de glisser le bouchon à l'intérieur. Et si on retourne ce porte-bouchon, le bouchon ne sort pas, il peut que coulisser. En fait, finalement, il est quand même un petit peu pincé au-dessus. Et c'est ce qui nous a pris avec Nicoletta le plus de temps dans tous les tests de prototype. Franchement, tu pourrais aussi t'en servir pour une petite bouchée, un cigare, quelque chose. Ouais, on pourrait même le retourner aussi. Après, ce serait un petit peu ambitieux parce que ça tient pas énormément. Ouais, le service, là, je sais pas s'il y a des représentants du service ici, mais ils te haïraient peut-être. Ouais. Non, mais c'est vraiment quelque chose dont on nous parle beaucoup au restaurant. Je sais que si on doit
un jour en refaire, on en refera, on en reproduira sûrement pour en mettre à la dispo ou à la vente pour les clients, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment ça. Déjà parce qu'on voit ça nulle part, et ça c'est sûr et certain. Et finalement, c'est quelque chose d'assez joli, cool à offrir, c'est petit, tout le monde peut s'en servir. Et encore une fois, peu importe le budget. Donc ça, c'est cool. Et ça nous a pris énormément de temps parce que quand de la céramique cuit, elle retombe avec la chaleur. Et donc, pour créer cette espèce de pog, enfin, en tout cas, cette pastille courbée, pour qu'elle reste en l'air sans se déformer et que la céramique soit pas tirée plus d'un côté ou de l'autre et qu'il n'y ait pas de rétractation et de l'émail et de la matière, il a fallu travailler longtemps et trouver finalement un matériau qui nous permettait de le mettre à l'intérieur. Donc, on a fait une cuisson de quelque chose qu'on a protégé avec un autre élément, une mousse à haute température, qui nous a permis de finalement chablonner ce moule-là et de lui éviter la rétractation. Ok. Voilà. Ouais, ok. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre quasiment. Enfin, c'est un travail de longue haleine. On peut applaudir Nicoletta à distance, lui donner de la force, et Maxime aussi pour le travail. Est-ce que vous avez des questions pour Maxime par rapport à ce travail de set sur mesure? On a tout dit, hein. On a tout dit, tu crois? Je pense. Moi, j'ai une dernière question. Ah si, voilà, on en a une. Il y a toujours une petite question. Bonjour. Je me demandais comment vous arriviez à assembler les différents céramistes qui travaillent au final. Pareil, vu que c'est quasiment que des céramistes qui bossent sur des émaux très naturels et qu'on a des formes finalement très proches de la terre, ou en tout cas des formes très organiques. Il n'y a pas de carré, de rectangle, de triangle, de choses comme ça. C'est pas très compliqué. Ouais. Et en plus, ce set a quand même une présence de... C'est quand même 4 éléments qui inscrivent la table dans un espace. Et peu importe ce qu'on peut rajouter, ça dénote pas. Finalement, c'est comme si demain, je mettais, quand on dresse un melon ou quelque chose comme ça, on a un orange, un vert, un rouge, je sais pas, un marron. Aucun ne se gêne puisqu'ils ne sont pas sur table en même temps. Enfin, en tout cas, je vois la chose comme ça. Et c'est un petit peu la même chose pour nous. Ce set-là, il est très neutre et il se fond un peu dans l'espace et dans la table. Et tout ce qu'on met après dessus, finalement, ne gêne pas avec ce set de départ. Merci. Une autre interrogation, un commentaire? Moi, je me demandais juste, on peut en profiter pour que tu nous dises un mot sur ton type de cuisine chez Geosmine. Parce on a parlé beaucoup d'art de la table. Et qu'est-ce que tu mets dedans, sinon, dans tes autres assiettes? C'est une question qui est plutôt difficile, parce qu'on a du monde qui nous demande souvent ce qu'on fait comme cuisine. Alors, ça sent un petit peu le réchauffé, mais on travaille avec le marché, quoi. De toute façon, ça paraît plutôt logique maintenant. Ça, on le pose presque plus. J'ai l'impression que ça commence à devenir un postulat. J'ose espérer qu'ici, sur Omnivore, c'est une question qu'on pose presque plus, mais malheureusement, il y a encore des gens qui font pas mal de daubes. Je parle de daubes, je parle pas de qualité de travail, je parle de qualité de produit, de choses faites en quantité industrielle et de merde pour le corps humain qui ne devrait plus vraiment exister, mais on prend le bon chemin. Donc nous, on fait pas tout ça. Mais on tombe pas non plus, je parle de la démarche avant la cuisine, on tombe pas non plus je veux pas tomber dans quelque chose de complètement excessif, de pas de café, pas de chocolat, pas d'importation, parce que si j'ai fait de la cuisine, c'est que j'aime tout ça et que j'aime travailler tout, mais on essaye de faire les choses le plus intelligemment possible. Donc le chocolat, on essaye de le prendre avec des marques qui travaillent propre. Oui, il vient pas de Vesoul, ça c'est clair et net, mais il est plutôt bien fait. Et par contre, les choses où on peut agir, c'est-à-dire le poisson, à part le thon, parce qu'il n'y a pas trop le choix, tout vient de Bretagne. On ne prend aucun poisson en Méditerranée. Tous les légumes, ils viennent de Bretagne. C'est-à-dire que quand les saisons commencent, elles commencent dans le sud-est, la fraise, le melon, enfin tout ce qu'on trouve au marché avec des prix exorbitants fin mai, parce que tout le monde a envie de manger une tomate. On ne les fait pas, on attend 5-6 semaines, on les fait quand elles sont à côté de chez nous, elles sont bien meilleures, elles sont bien moins chères. Il y a beaucoup moins de transport, c'est quand même un petit peu plus logique pour l'environnement. Voilà, notre démarche, c'est celle-ci, de faire au plus propre possible, avec les moyens qui sont les nôtres, et aussi parce que les menus chez nous sont pas très chers.
Voilà. C'est-à-dire? Enfin, pas très cher. Toute proportion gardée, c'est quand même de l'argent, mais c'était pour rebondir sur la conférence d'avant. On n'est pas dans les mêmes prix de menu. Voilà. Nous, on fait 139 € 11 plats. Finalement, ça sort à 15, donc on fait 139 € 15 plats, avec du poisson de ligne, des légumes de maraîchage et que des choses propres. Donc, Avec et une c'est ouverture le soir unique. Tu disais que tu étais ouvert le week-end? on est ouvert midi et soir, Midi et du soir. jeudi au lundi. On est fermé mardi, mercredi. Voilà. Et le midi, on est à la carte. Les gens peuvent manger des entrées, des plats, des desserts. C'est du tarif unitaire. Si on cumule un entrée plat dessert, ça coûte 55 €, 50-55, dépendant aussi du prix du poisson, de la viande et du cours du marché. Et puis on a un menu dégustation le midi en 5 temps à 79 €, ce qui permet aux gens de ne pas passer l'après-midi entier à table, et un 8 temps. Et le soir, on a le 8 et le 11 temps. Voilà, donc, donc 139 € 11 temps, je pense que c'est très compétitif, mais c'est un petit peu ce que je trouve excitant dans la cuisine, c'était aussi de pouvoir se dire, voilà, on peut faire des produits sourcés, des choses de qualité, des matières nobles, que ce soit sur l'ameublement comme sur les produits qu'on travaille, parce que ça coûte quand même, tout coûte un prix, hein. Je veux dire, quand on prend du poisson de ligne et tout, maintenant c'est quand même un vrai luxe. Et on peut quand même avec une vraie masse salariale et les soucis entrepreneuriales qu'on connaît tous, faire payer que, toute proportion gardée, ce prix-là à des clients en servant un repas convenable, je pense. Merci beaucoup Maxime d'être venu. Merci et, beaucoup. Voilà, Géosmine, ça nous donne envie de venir et de découvrir aussi les produits, les céramiques de Nicoletta, une fois qu'elles sont remplies par tous les délices que tu viens y mettre. Merci à vous d'avoir assisté à cet échange.